Merci Merci beaucoup, beaucoup. Edith. Alors, vous dites qu'il fait un peu froid ce matin à Cerisy, mais en fait, c'est compter sans la chaleur humaine qui aurait Voilà. évidemment, qui serait née de cette rencontre, surtout après un an de sevrage à peu près complet de rapports humains et scientifiques. Ces mêmes choses qui nous barbaient un petit peu avant, se retrouver dans des colloques, deviennent une nécessité cruciale. Et on sera bien content, effectivement, de vous retrouver dans un an, jour pour jour quasiment, pour la phase finale de ce colloque avec un événement qui sera un peu particulier puisqu'on aura les textes en main et qu'en fait, le colloque préparatoire se transformera en colloque de clôture où on aura ce temps qu'on n'a quasiment jamais d'habitude d'ailleurs dans les grands événements éditoriaux collectifs, qui est de pouvoir discuter sur nos textes, ajuster nos textes les uns aux autres, polir les choses et constituer un véritable objet commun. Et donc la façon dont ce livre, par la nécessité des circonstances, va se faire est presque une illustration des objets sur lesquels on va travailler ensemble. Donc, juste quelques mots avant de laisser la parole mes co-religionnaires, mes condisciples, pour dire que moi, je suis rentré dans cette question d'art et argent et je ne vais pas manquer cette belle occasion de lui rendre hommage grâce à Christian Biet, en fait, dans un colloque en 2002 à Nanterre, qui était en fait le premier colloque que j'organisais grâce à lui en tant que jeune doctorant, et dans lequel on avait pu constater à la fois un champ très fertile, même si à l'époque très peu labouré en France. Il n'y avait quasiment encore aucune étude sur le sujet. Aujourd'hui, on est presque dans l'excès inverse. On a une profusion d'études sur les rapports entre art et littérature en particulier d'ailleurs, qui était d'ailleurs le thème du colloque, plutôt que art et argent. Mais en tout cas, on est passé de l'absolue pénurie à une production un peu plus pléthorique. Et autre caractéristique, on avait envoyé beaucoup d'invitations à l'attention d'économistes chevronnés qui avaient regardé avec un certain mépris, voire un mépris certain, nos petits objets d'humanistes. Et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le colloque qui va se dérouler se fait en étroite collaboration avec des économistes. J'ai vu que Yann était parmi nous, là nous a rejoint, Jean-Baptiste est parmi nous. Voilà, on a des gens de l'art qui sont persuadés d'une chose qui paraissait complètement incongrue à l'époque. Et donc, on voit en 20 ans pile, quasiment, la séquence historique qui s'est construite, puisque ces deux champs disciplinaires totalement opposés, pour des raisons que j'expliquerai tout à l'heure, se sont mis à flirter l'un avec l'autre, à trouver qu'ils avaient peut-être des choses à se dire, voire, et c'est ce que j'essaierai de défendre dans un instant, avoir non seulement des objets, mais une méthodologie et même des dispositifs communs. C'est en tout cas le pari qui sera celui de ces journées. Et puis, autre moment important qui a servi un peu de jalon préalable à toutes ces rencontres, aux rencontres qui vont avoir lieu pendant toute cette semaine, c'est le colloque, le cycle de conférences qu'on avait animé avec Patrice à la BNF sur le thème l'économie à l'œuvre, en fait, qui était le premier volet de ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, puisque à l'époque, un peu naïvement encore, on réfléchissait principalement sur la façon dont les arts s'emparent de l'économie. Tu vas en parler, Yann, dans un instant. Donc, on était plutôt dans une classique histoire des représentations associées à un objet complexe, hybride et qui échappe, et un rapport à la fois de fascination et de détestation entre les arts et le champ économique, qui peut se décliner d'ailleurs en différents aspects. Il y a l'économie en tant que pratique active, et puis il y a l'économie en tant que science, qui fut un temps moral sur le XVIIIe siècle, qui m'est cher, et qui est devenu de plus en plus exact, puisqu'elle a cherché à se rabattre sur une modélisation, une mathématisation des outils statistiques sur lesquels on aura l'occasion aussi de discuter aujourd'hui. Donc voilà ce que je peux dire en tout cas sur cette petite séquence, c'est que un champ disciplinaire est né en France, en fait, qui était très en retard par rapport à ce qui se passait à l'époque dans le domaine anglo-saxon. C'est plus du tout le cas. On peut même dire que certaines études sont assez pionnières. Et puis surtout qu'on a réussi à créer un espace, une plateforme commune d'échange entre les deux champs disciplinaires, et donc peut-être une rencontre possible, et incidemment donc des champs disciplinaires qui sont amenés à réfléchir sur leurs propres présupposés. Les arts étant de plus en plus, à la faveur des circonstances, et Yann, tu vas en parler,
sommés de rendre des comptes sur leurs usages, sur leur utilité sociale, sur la production de leur valeur, sur le partage de la valeur ajoutée par les logiques spéculatives qui sont apparues dans le domaine des arts, et les sciences dites humaines étant, non, pardon, et l'économie elle-même, pardon, étant amenée à réfléchir aussi peut-être d'une façon non dogmatique, d'une façon plus introspective sur ses propres présupposés, sur ses propres dogmes. Donc je pense que vraiment les deux champs disciplinaires s'enrichissent et arrivent à se béquiller mutuellement peut-être aujourd'hui. En tout cas, ce sera l'hypothèse que je voudrais défendre aujourd'hui. Et avant de passer la parole donc à mes camarades, je voudrais remercier tous les participants qui ont accepté de jouer le jeu dans cette semaine un peu particulière, puisque dans notre grand aveuglement de scientifiques, on n'avait pas du tout réalisé que la semaine de travail qu'on allait vous proposer se déroulerait précisément dans ce qui est devenu le seul pont possible de l'année, à la fois du fait que le 1er mai et le 8 mai était tombé sur le week-end, et du fait qu'on sort à peine de notre 3e ou 4e, je ne compte plus, période de confinement. Donc vous avez accepté de jouer le jeu, de rester derrière vos ordinateurs, de continuer l'overdose d'écran dont on est abreuvé depuis plus d'1 an les uns et les autres pour je dirais, l'amour de la science peut-être, et puis peut-être la joie aussi d'être ensemble dans cette sociabilité virtuelle qui peut avoir des moments de convivialité, même si évidemment ça n'aura rien à voir avec ce qu'on aurait pu vivre dans cette expérience cerisienne. Voilà. Et oui, autre remerciement, je voulais remercier aussi les étudiants. J'ai vu là que beaucoup d'étudiants étaient connectés. On avait fait passer un petit peu comme ça au dernier moment l'annonce, et voilà, je vois qu'ils répondent au rendez-vous, donc je suis très content, et c'est aussi une des choses qu'on essaye de défendre dans les événements qu'on organise à Cerisy, la présence de la jeunesse, la présence des étudiants, le tuilage entre les générations. Et à mesure que je m'approche de mes aînés, eh bien, je prends encore plus conscience de cette nécessité de transmission. Donc voilà, les étudiants sont au rendez-vous et on les remercie. Je vous passe la parole à l'un et à l'autre. Voilà, donc ces interventions qui nous ont liés au fil de ces derniers mois se sont déroulées à l'INHA, se sont déroulées à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et nous ont permis également peut-être de préciser certains concepts, certaines notions, certains faits, et peut-être certains processus qui nous lient, non pas instinctivement, mais tout simplement parce qu'il me semble que dans nos domaines respectifs, nous vivons les mêmes interrogations, différemment posées évidemment, mais aussi des interrogations qui font que nous retrouver à Cerisy, et je remercie et je rends hommage à Edith Orgon, eh bien, cela allait de soi, puisque c'était un ailleurs qui nous permettait de nous plonger également peut-être dans un approfondissement de ce que nous avions déjà vécu, mais aussi peut-être la connaissance ou à nouveau la reconnaissance de certains acteurs que nous avons réussi à réunir à travers ces journées de colloques internationales. Évidemment, l'histoire en a voulu autrement. Nous nous retrouvons aujourd'hui donc à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne dans le cadre d'un amphithéâtre qui nous accueille, et car l'université nous accueille. L'université accueille la société également. Et l'université n'est pas uniquement un lieu pour les étudiants, réalisé par les professeurs ou les chercheurs, par les étudiants, mais c'est aussi un lieu qui est profondément ancré dans une réflexion sur la société de demain. Et je crois que si cette vision n'est pas présente au plus profond de nous aujourd'hui, il faut absolument eh bien, peut-être s'interroger, parce que très longtemps, cette université est apparue comme peut-être un lieu, un havre de réflexion, un sanctuaire, mais aujourd'hui, elle est au cœur des problématiques de la société. Et nous avons la chance d'avoir été formés et peut-être même d'avoir été portés et de nous faire aussi les porte-parole d'une pensée qui traverse notre société depuis de longues années, des décennies, voire même des centaines d'années. Et cette réflexion, cette co-construction, eh bien, ne peut être envisagée que par, cette fois-ci, la réunion des disciplines, et peut-être même de certaines disciplines qui ne se parlent pas assez, en tout cas à notre sens. C'est, je pense, l'essence même de notre réunion dans le cadre des séminaires arrêt-crise. Alors, moi, ce qui m'a, pour reprendre un peu peut-être
ce que Edith a évoqué tout à l'heure, ce qu'il avait amené à l'intéresser à l'art, ou ce que Martial aussi vient de dire très rapidement sur cette relation de l'art à l'argent et à l'économie. Je crois que, pour ma part, c'est Michel Journiac. Pour ma part, c'est Michel Journiac parce que j'ai eu la chance d'être étudiant de Michel Journiac dans l'UFR d'art plastique et sciences de l'art de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui a été construit, constitué, initié par les mouvements de 68. Et c'est grâce à cet artiste qui était devenu enseignant chez nous et qui a d'ailleurs été à l'origine de la création d'un centre de recherche qui s'appelait le CERAP, Centre d'études et de recherche en art plastique, que nous avons pu penser et en même temps créer. Et cette création-recherche dans laquelle j'ai été immergé en tant qu'étudiant, mais bon nombre d'étudiants y ont été immergés aussi, posait non seulement des questions de société, mais mettait en perspective notre corps par rapport à ces pensées qui nous traversaient. Et je n'aurais jamais persévéré à l'université si ne m'était pas apparu comme essentiel de renverser l'économie, quelque part même dans laquelle je me situais, et considérer mon acte artistique comme potentiellement possible en dehors du marché auquel j'étais éventuellement destiné. C'est-à-dire donc que l'université, peut-être contrairement à l'idée de faire carrière dans l'art contemporain, l'université m'a ouvert un champ qui me mettait immédiatement, Paris 1 par exemple, c'est 42 000 étudiants, comme vous le savez, c'est une université qui traverse 24 disciplines, 42 000 étudiants, des milliers d'enseignants, et puis toutes nos universités font de même. Elles représentent une profusion d'énergie qui se croisent et qui donc se nourrissent par le simple fait de rentrer dans des processus communs. On le dit un peu, évidemment, mécaniquement en master, une méthodologie commune, mais au-delà de la méthodologie, au-delà même de cette relation à l'espace universitaire et académique, il y a derrière cela, je pense, eh bien, des conditions de possibilité et un champ d'action. Dans ce cadre, je suis très heureux de me retrouver également à travers finalement ce croisement, les arts du spectacle, l'économie, l'histoire et toutes les autres disciplines, de la philosophie aux mathématiques, au marketing, à tout ce qui peut nous traverser finalement aujourd'hui, et qui ne sont pas interrogés de façon, je dirais, uniquement en termes de posture, mais qui vont être interrogés en termes de processus interpénétrables et donc interdisciplinaires dans l'objectif que nous pouvons leur assigner. C'est-à-dire, donc, on pourrait envisager que ce type de rencontre aboutisse à la création de nouveaux diplômes, aboutissent à la création de nouveaux établissements, aboutissent même à la création de non-établissements ou nourrissent de nouvelles conditions de possibilité, comme elle pourrait nourrir l'existant. Et dans ce cadre, je vous parle depuis l'existant, comme nous parlons chacun depuis l'existant, puisque nous avons derrière nous des institutions, mais ces institutions, elles ne sont pas immuables, elles ne sont pas gravées dans le marbre aujourd'hui, on le voit bien. Elles sont aussi fragiles que nous le sommes au regard de ce qu'est la pandémie ou de ce que peut revêtir les conditions de marché qui finalement transforment un individu d'un jour à l'autre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment crucial, puisque beaucoup d'entre nous réfléchissent ailleurs, parallèlement. Je pense aux amis, évidemment, de la génération Greta Thunberg ou Internation, tous ceux qui ont suivi Bernard Stiegler depuis des mois et des années. Je pense à toutes sortes de collègues qui finalement se retrouvent dans des entités qui sont des tiers-lieux ou des associations. Et donc, finalement, je crois que c'est peut-être il est venu le temps de mettre en musique tout ce que nous imaginons pour le monde, parce que personne ne le fera pour nous. Je repasse la parole à mon ami Martial, peut-être. Ah bah Patrice, hein.
C'est à Patrice. Bonjour à tous, merci d'être présents en si grand nombre. Hein. On est plus de 35 à assister à cette conférence. Donc, à peu près le format qui était prévu pour le présentiel à Cerisy, ce qui est déjà un plaisir. On l'a dit, tout le monde est épuisé par l'excès des écrans depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Ça a été un travail considérable, non seulement de mettre en place ce colloque, mais surtout de le reprogrammer on ne sait combien de fois depuis un an et d'aboutir à ce format qu'a présenté Edith, qui repose en fait sur une sorte de tripartition, c'est-à-dire conserver l'essentiel des communications scientifiques sur ces 5 journées qui ont été réduites pour ne pas aggraver, comme on l'a dit, la fatigue par les écrans. D'autre part, prévoir un cycle de conclusion à partir de la rentrée, de conclusion de nos travaux ici. Et enfin, essayer de créer un espace de convivialité scientifique qui sera consacré exclusivement à la discussion en mai 2022. Et je voudrais remercier encore une fois les organisateurs de Cerisy qui ont accepté cette formule pour le moins baroque, qui ont accepté de jouer le jeu d'une chose qui était en rupture finalement avec les traditions de Cerisy pour en maintenir autant qu'il était possible l'esprit et en particulier l'affection entre chercheurs. Voilà, donc très simplement. Alors, Martial et Yann ont présenté un peu les racines de ce colloque et de son programme. Et en particulier, les 2 dernières années ont vu le déroulement d'un séminaire de M2 qui a eu un grand succès. On a eu jusqu'à plus de 70 étudiants en présentiel. Un séminaire de M2 qui s'est d'abord tenu à l'INHA, qui a été un partenaire précieux. Et puis ensuite, grâce à Yann, au moment où toutes les jauges ont été réduites de manière drastique, qui a pu déménager dans des conditions extrêmement favorables à Paris 1, extrêmement favorables d'un point de vue physique, certes, mais surtout parce que Paris 1 a su doter assez tôt des outils informatiques nécessaires pour rendre le distanciel supportable, d'abord en demi-jauge et puis en virtuel complet. Voilà, donc ce qui fait que ce séminaire a pu se tenir jusqu'à cette année, qu'il n'y a pas eu d'interruption dans le cycle des conférences commencé à la BNF et poursuivi à Paris 1, et qu'on a aujourd'hui une sorte de finalement d'historique, de patrimoine, de réflexion, d'intervenants et d'échanges sur cette question-là. Donc, pour vous dire à quel point ce colloque de Cerisy s'inscrit en fait dans une généalogie qui est plus ancienne et dans un ensemble d'échanges et d'expériences qui, j'espère, se retrouveront dans nos débats dans les jours qui viennent. Voilà, je rends la parole maintenant à Martial hein, qui va démarrer ce qu'on pourrait appeler proprement l'introduction scientifique de ce colloque. Merci beaucoup. Donc, on va vous présenter simplement peut-être quelques grandes lignes un petit peu de ce qui devrait structurer ou pas d'ailleurs nos débats et nos échanges qui vont suivre. Tout d'abord, je voulais attirer votre attention sur 2 choses. Tout d'abord, ce qui est devenu un petit peu sans même qu'on s'en rende compte, le logo du colloque que vous voyez là présentement derrière Yann Thomas, argent, dont on est très fier. Ah, nous, vous le voyez pas? Si, derrière Yann, on le voit sur l'écran, si vous regardez l'écran d'Yanto. Non, c'est bon. Ah oui, pardon. C'est bon. Normalement, ouais. Enfin, bon, en tout cas, l'idée était d'essayer de matérialiser justement ce qui fait un petit peu le nœud de notre approche, c'est-à-dire que nous serons dans une vision de l'économie et des arts et du croisement entre l'économie et les arts qui passe par les gens, qui passe par l'humain, qui est donc une façon de réinscrire la question de la production de la valeur économico-artistique, puisqu'on verra, et Yann en particulier nous le montrera, qu'elle est parfois relativement indissociable, ou en tout cas que l'une se cache derrière l'autre, en tout cas qu'il y a des superpositions de multiples de valeurs, mais qui passent par la question des gens, autrement dit par la question de la créance, par la question du crédit, par la question de la façon dont le social, le corps social va inventer des phénomènes de croyance qui vont permettre de produire ex nihilo de la valeur. Ce qui pourrait être d'ailleurs un point commun paradoxal et tout à fait iconoclaste entre l'art et l'économie. Et là, je m'appuie derrière, évidemment, un des chefs de file incontestables de l'économie sous sa forme la plus libérale pour le dire, hein, puisque Adam Smith lui-même, dès 1778,
dans ce fameux essai sur la richesse des nations qui a répandu pas mal de désolation idéologique, mais aussi une certaine grandeur, disait que l'art et les artistes arrivaient à produire quelque chose à partir de rien et, je vous ferai une citation plus précise tout à l'heure, à inventer de la valeur ex nihilo et que c'était peut-être le seul corps de métier, d'où sa dangerosité, d'où la suspicion évidemment qui était apportée par la richesse des nations sur le marché de l'art en particulier, dont les évolutions erratiques actuelles peut-être confirment la prophétie, mais en tout cas arrivait à inventer ex nihilo de la valeur. Et puis la deuxième aspect, et je commencerai là-dessus, c'est art, esperluette, argent. Au-delà du jeu de mots, au-delà de la politesse d'esprit, l'idée était de coordonner les choses et non pas de les subordonner. Parce que je pense que quand on fait un petit peu un rapide balayage, je ne vous ferai évidemment pas toute l'histoire des relations entre art et économie, le champ disciplinaire que j'évoquais tout à l'heure qui s'est inventé, mais quand même on peut dire qu'il y a trois travers, ou en tout cas trois biais possibles, voilà, ça serait peut-être le bon terme. Le premier biais, ça serait de traiter la relation entre art et argent sur le mode de l'analogie. Il existerait des modes opératoires qui pourraient se ressembler les uns aux autres et conforter l'idée selon laquelle il existerait peut-être des mécanismes communs. Il y a tout un courant, à mon avis, du champ scientifique qui travaille sur cette analogie, qui se galvanise d'ailleurs à la lumière de cette analogie, qui déploie une rhétorique scientifique parfois assez vertigineuse pour essayer d'identifier des points de convergence. Et à mon avis, là, on est dans un pur artefact théorique. Notre propos n'est pas de créer une quelconque confusion possible entre deux objets distincts. L'art et l'argent sont dans des logiques diamétralement opposées, en tout cas au départ, et je vais expliquer pour quelles raisons historiques dans un instant. Et le but n'est pas de rabattre l'un sur l'autre, mais au contraire d'identifier dans ce croisement, dans cette approche comparative, et c'est pour ça que la conférence liminaire que je présenterai tout à l'heure sera faite par une éminente collègue comparatiste, puisque justement la littérature dite générale et comparée a beaucoup d'avance sur le plan méthodologique sur nous, dans cette capacité à faire parler et travailler ensemble des notions sans jamais créer de confusion. Donc, à mon avis, le premier risque, c'est l'analogie. On essaiera de se prémunir contre lui et on compte sur votre vigilance si parfois, par facilité de langage, comme dans le titre même d'ailleurs choisi pour ces rencontres, on replonge dans ce qu'on pourrait appeler les vertiges de l'analogie, pour reprendre un titre célèbre. Le deuxième risque, il est beaucoup plus important puisqu'il repose sur un outillage intellectuel et idéologique dont je ne cherche pas du tout à brader l'héritage, ce qui est un peu la tendance de notre époque, mais c'est le marxisme. Et le marxisme, en tout cas plutôt la vision un peu naïve et doctrinale qu'on a eue de Marx, a tendu à accréditer l'idée selon laquelle l'art serait la mousse finalement de nos sociétés, serait entièrement déterminé par les infrastructures, donc en particulier l'économie, que l'art serait le reflet, pour reprendre un terme qui a été beaucoup glosé et débattu, des rapports sociaux et en particulier des rapports de domination qui s'expriment à l'intérieur de nos sociétés, et qu'il s'agisse pour l'art de les conforter dans une logique de reproduction ou de les contester dans une logique donc adverse, mais en tout cas de se poser toujours par rapport à ce préalable. Et à mon avis, aujourd'hui, alors déjà, ce n'est pas du tout ce que dit Marx. Quand on lit Marx, et notamment les quelques textes sur l'art un peu dispersés qu'il a disséminés dans son œuvre, on voit qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus subtil et que la question des biens symboliques, elle est déjà à l'œuvre bien avant que Bourdieu ne la capitalise. Mais en tout cas, bon, sans entrer dans un débat doctrinaire sur ce point, je pense qu'un risque aussi de ce sujet sur art et argent, ce serait de rabattre l'un sur l'autre et de s'en tenir à une théorie du reflet qui consisterait à penser que l'art est une sorte de dérivé, terme sur lequel reviendra Ryan tout à l'heure, des infrastructures de production. Or, beaucoup d'études qui se sont mises en place sous l'égide du rapport entre art et argent étaient en fait une sociologie de l'art et des artistes, ou une analyse socio-économique des conditions matérielles de production, voire dans le meilleur des cas de réception des œuvres. Il me semble qu'aujourd'hui, cette méthode qui a produit des choses assez merveilleuses, qui continue d'ailleurs à travailler de façon très active, j'en veux pour preuve le prochain séminaire au Collège de France de Pierre-Michel Menger, qui depuis 25 ans travaille magistralement sur ce sujet,
en tout cas, est une vision qui relève d'autre chose que ce qu'on essaye d'inventer dans le cadre de ce séminaire, même si on s'en est bien sûr nourri. Donc, il faut éviter l'analogie, il faut éviter le déterminisme, il faut éviter la subordination de l'un par l'autre, et quel qu'en soit le sens. Donc, j'ai parlé de la subordination vue du côté de l'économie, c'est-à-dire l'économie conditionnerait, expliciterait et féconderait l'art, et à l'inverse, vision adverse, la posture d'Andy, qu'on retrouve par exemple sous sa forme presque quintessente dans la posture d'Andy, le superbe mépris que l'art et les artistes ont pu avoir à certaines époques, en fait assez marginal d'ailleurs, pour le coup, là c'est l'historien qui parle, cette attitude de dédain des artistes face à l'art, elle est probablement cantonnée à un tout petit épisode, une parenthèse désenchantée dans un morceau du 19e tardif, mais elle n'est pas du tout le reflet de l'histoire longue en fait des rapports de tissage et de nouage entre ces deux domaines. Donc, ce art, esperluette argent, art et argent, pour nous, désigne un rapport d'interdépendance, et donc d'indépendance évidemment, d'interdépendance, de co-construction, d'interaction, de fécondation mutuelle qu'on va essayer de mettre en œuvre ensemble. Et c'est pour ça qu'il était essentiel pour nous que l'ensemble des champs disciplinaires soient représentés, et en particulier la voix des économistes, qui a enfin dans ce colloque une position importante, même si les contingences matérielles qui ont été expliquées depuis tout à l'heure ont finalement conduit à une forme de découplage, puisque les économistes, la session en tout cas vraiment qui était centralement dédiée aux économistes, n'aura pas lieu cette semaine, mais en rebond à l'automne dans un élément conclusif. Mais en tout cas, il était important pour nous justement de faire une place prépondérante à cette voie de l'économie, étant entendu qu'on partage évidemment le présupposé selon lequel ces deux disciplines partageraient peut-être des rapports de type homologique, en tout cas auraient bien au-delà des simples objets communs, des simples objets de fascination communs, une forme de construction, de construction collective. Mon camarade me fait signe en me disant que j'ai déjà dépassé largement le temps que nous nous étions nous-mêmes donné pour cette intervention, donc je terminerai peut-être sur deux choses. La première, le reste évidemment se retrouvant au fil de l'eau dans tous ces échanges, le but était de lancer quelques jalons et non pas de plomber le débat par un exposé doctrinaire. Ça, c'est d'ailleurs un des grands avantages de la forme visioconférence, c'est qu'on ne peut plus professer en fait. Et donc, au début, on était un peu démunis et puis on a appris à réinventer peut-être autre chose. En tout cas, je pense que partant du présupposé de l'hypothèse selon laquelle l'économie et les arts partageraient des modes opératoires communs, on peut donc considérer que, conséquence immédiate, que l'économie elle-même, et c'est une hypothèse qu'on soumettra aux économistes qui sont parmi nous aujourd'hui, y compris les plus sérieux, je pense en particulier à Jean-Baptiste, fabriquent de la fiction. Il est usuel de parler de la rhétorique des économistes, mais on ira beaucoup plus loin en disant qu'il y a un processus de fictionnalisation, un rapport distancié et distancé au réel, voire un rapport de sublimation du réel qui s'exprime par le langage économique et qui est peut-être encore plus opératoire aujourd'hui dans cette grande phase de mathématisation forcée de l'économie que par le passé, où les plus grands économistes s'exprimaient par métaphore interposée. Je donnerai un seul exemple, c'est évidemment la fable des abeilles de 1712 de Bernard Mandeville, comment un des textes fondateurs de l'économie peut passer par une longue parabole heuristique et donc construire un énoncé disciplinaire sans aucune expérience empirique, sans aucun fondement empirique, à partir d'une pure supputation de l'esprit. Et c'est comme ça que s'est inventé l'individualisme possessif sur lequel on vit encore aujourd'hui et auquel Yann Moulier-Boutan, ici présent, a donné une réponse magistrale il y a quelques années en disant « mais on s'est trompé en fait sur le sens de cette métaphore. Ce qui compte, ce n'est pas le miel, mais c'est le pollen. Et à partir de la pollinisation, on peut reconstruire une société du commun dont le libéralisme nous a privés en nous faisant croire que ce qui était important, c'était de produire, de maximiser la production de miel, en minimisant les inputs et en minimisant évidemment la prise en compte et la rémunération du facteur travail. Donc vous voyez que cette réversibilité, par exemple, de la métaphore apicole, elle est le signe de la façon dont l'économie est travaillée, elle aussi par des processus contradictoires, ambivalents et dissonants de fictionnalisation, ceux-là même dont s'emparent les artistes, des gens qui, comme Yann Thomas, cette fois-ci,
un autre Yann, voilà, un Yann peut en cacher un autre, et c'est une très bonne chose, comme les trains, vont pouvoir avoir à cœur d'essayer de parasiter, infiltrer, vampiriser, détourner ces processus donc, de mise en fiction qui sont déjà à l'œuvre dans le champ disciplinaire économique. Et donc, je voudrais, pour passer la parole à mon camarade Yann, lui offrir la citation d'un philosophe dont je sais qu'il partage la passion, c'est Georg Simmel, pour les snobs qui veulent se souvenir que ça vient de l'allemand, dans sa philosophie de l'argent, qui disait, je cite, et voilà, après je laisse Yann se débrouiller avec cette citation, l'argent, mais j'ai presque l'impression que Simmel l'a écrite pour lui, hein, c'est pour ça que je me permets de l'extraire de cet énorme pavé de 800 pages, l'art est la seule création culturelle qui soit de pure énergie, Ouest-Lumière, qui se soit complètement abstraite de son support matériel, n'étant plus qu'absolu symbole. Il est le plus significatif des phénomènes de notre temps, dans la mesure où sa dynamique a envahi le sens de toute théorie et de toute pratique. Donc, je pense que Georg Simmel avait assisté aux performances de Yann Thomas. J'ai l'impression, hein, tiens, si tu veux l'avoir sous les yeux. Alors écoute, je te remercie beaucoup, Martial, parce que je ne m'attendais pas à cette citation, et je trouve que Georg Simmel, en effet, dont je pourrais dire éventuellement beaucoup de choses, mais je laisserai quand même, je crois, notre ami entendez là, voilà, ça sera peut-être mieux avec le micro. Oui, donc je disais que je ne vais pas m'approfondir sur Georg Simmel, mais je dirais quand même que si quelqu'un doit en parler largement, ça sera Jacinto Laguerra, à travers son intervention Philosophie de l'argent sur les théories esthétiques de Georg Simmel. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que au-delà même de la dimension performative et de cette pure énergie dont tu parles, et cette abstraction sur support, moi je retiens de Georg Simmel le fait qu'il considérait que l'artiste reste libre vis-à-vis des éléments premiers à partir desquels s'élabore l'œuvre d'art. Et donc, c'est cette liberté et ce caractère, ce style, ces éléments de forme, de couleur, ces ambiances données que Georg Simmel nous transmet à travers ses impressions liées à son rapport à l'œuvre, que finalement, je me situe également, puisque en tant qu'artiste, je n'en reste pas moins citoyen, et qu'en tant que citoyen et élément engagé au cœur de cette société, je fais abstraction de l'image que l'on peut donner à l'artiste. Je parlerai plutôt de tempérament éventuellement, de style, à l'image du style somatique que Schusterman nous a transmis encore récemment. Mais c'est cette relation, je dirais, au travail de l'ensemble est très important. Donc cette co-construction qui finalement laisse l'artiste libre, puisque son acte et son œuvre se trouvent réappropriés, eh bien, peut en effet, sans analogie, vivre peut-être déconnecté, mais à certains moments à dessein, connecté avec la notion d'argent. Comme le signalait Jean-Michel Ribet à l'occasion d'une exposition, c'est intitulé « Les couleurs de l'argent » au musée de la Poste, il y a déjà 40 ans, l'argent aurait une fonction de substitution, un pouvoir de neutralisation de toute signification, inscrite dans un système d'équivalence, de conversion, d'indifférence généralisée. Un tel objet, autant indifférencié, ferait peut-être basculer cette limite du désir humain, où le manque ne cesse d'engendrer d'autres objets de substitution. L'art consisterait, à contrario, ou à côté, ou je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais en tout cas ailleurs, autant à travers Rubens que Marcel Duchamp, finalement a créé une forme de pure énergie, comme je disais, une valeur absolue, à partir de ce qui se présente au regard de tous comme profondément sans valeur. L'art créerait sans même agir, parfois, donc pas besoin de performance finalement, mais on peut, mais pas besoin. On peut ne rien faire d'ailleurs, comme espace en charge. Et c'est cet espace en charge
que nous pourrions évoquer à travers, par exemple, justement, l'action que notre collègue Isabelle de Maison Rouge peut-être nous relaiera à travers son intervention, cette action de Marcel Duchamp, qui en 1919 eh bien, se retrouve à créer en direct devant son dentiste eh bien, la société de responsabilité et d'emprunt consolidé pour dents, qui est donc l'émission d'un chèque qu'il dessine en direct devant son dentiste, qui répondait donc à une nécessité de vie quotidienne pour lui, puisqu'il fallait régler les honoraires de son dentiste, le dentiste Daniel Tsank, qui eh bien, constituera finalement pour Duchamp, la réalisation de ce chèque dessiné, eh bien, une forme de ready-made d'une valeur fictive de 115 $. Et donc, cette valeur fictive, ayant elle-même acquis une valeur artistique, et cet objet qui donnerait finalement satisfaction aux praticiens et aux dentistes, eh bien, ce geste chèque aurait eu une valeur de charge artistique, certainement du plus simple effet, puisque finalement, Marcel Duchamp réalise le fait de pouvoir donc payer son dentiste, mais également, il laisse à son dentiste une valeur symbolique supplémentaire, et donc une œuvre que Daniel Tsank ne touchera jamais, puisque Daniel Tsank n'a jamais touché ce chèque. Ce qui fait que Marcel Duchamp lui rachètera plus tard, des années après, avec une plus-value, évidemment, dont je n'ai pas tout à fait la valeur, mais qui est assez étonnante. Bon, je rappellerai, ça amusera certainement tout le monde, mais un jour, je devais prendre un avion, autant on pouvait prendre des avions, je veux dire, tranquillement, et j'étais un peu pressé, j'arrivais à JFK, et donc le taxi me demande de payer, j'essaye de payer avec ma carte, je n'arrive pas, je n'avais pas le temps, puisqu'il fallait que j'enregistre mon bagage, de payer, donc je lui ai dit, écoutez monsieur, je vais vous faire un portrait de vous, et ce portrait aura une valeur de 500 $. Et c'est mon paiement de votre course. Il m'a dit, OK. Je lui ai dit, j'ai moins de 10 minutes. Il m'a dit, OK, j'ai fait ça. Donc, j'ai essayé d'appliquer ce que d'autres artistes comme moi ont pu faire et transformer finalement cette potentialité d'énergie artistique en éventuellement quelque chose de monnayable et qui pourrait avoir non pas seulement une valeur, puisque je pense que ce dessin, le taximan garde toujours avec lui, et donc il a certainement peut-être une autre valeur pour lui, mais en tout cas, il aura permis pour moi de me sortir d'une affaire quand même assez délicate, puisque j'étais en plus face à un billet non remboursable et non changeable. Donc voilà, c'est cette espèce d'espace de risque que je trouve intéressant, car l'art, ce n'est pas donner de la valeur uniquement une valeur monétaire, mais c'est peut-être donner une valeur à ce qui en est dépourvu, et peut-être même ce qui n'est pas encore advenu. Donc, une forme de transmutation de la valeur, pour reprendre des termes que Journiac ont largement utilisés. J'irais peut-être même jusqu'à transsubstantiation du réel, pour faire hommage à l'ancien séminariste qui était Michel Journiac. Et c'est cette idée, en tout cas, de s'approprier un objet qui amène à cette transformation de valeur, et donc de focaliser son attention sur cet objet. Donc, le contact artistique n'étant pas non plus une sanctification de l'objet, mais c'est simplement l'idée que la transformation est possible, la transformation est jouable, et donc peut-être au-delà même de l'exemplification, que lorsqu'une idée peut circuler et se retrouve réappropriée dans des cadres qui s'affranchissent de leur propre servitude sociale, eh bien, ces objets, ces éléments, ces mécanismes, ces rencontres, eh bien, se matérialisent autrement et requièrent une forme d'attention, puisqu'elles prennent de la valeur, et cette valeur, soit on y prête attention, soit on n'y prête pas attention. Si on n'y prête pas attention, on quitte l'intérêt même de la rencontre, puisque finalement, la valorisation intrinsèque de ce que nous représentera finalement notre rencontre, eh bien, retombera dans quelque chose, je dirais, d'usuel, voire de une normalité qui ne sera pas instituante de changement ni de transformation. Mais au contraire, si l'on prend conscience de cette possibilité eh bien, de transmutation, eh bien, on arrive peut-être à réenvisager des codes, pas seulement des codes artistiques traditionnels, mais des codes de vie en société, des codes d'institutionnalisation aussi de nos structures. Et peut-être qu'on peut envisager
une forme d'innovation qui n'est pas une innovation par une fuite en avant vers la nouveauté, mais au contraire une innovation par la réaffectation de l'existant dans autre chose que ce qu'on avait envisagé pour lui à l'origine. Et donc, c'est cette idée-là que des artistes comme Ian Baxter Hand, vous savez, c'est cet artiste canadien qui a rajouté une esperluette après son nom, dont d'ailleurs Christophe Domino nous parlera certainement au-delà même de ces évocations de Gilles Mahé lors de la table ronde du 14. L'idée, c'est finalement que l'individu s'inscrive dans une forme de longévité et de rayonnement. Alors, je le cite en 71 par rapport à sa condition d'artiste. À cette époque, Ian Baxter Hand avait créé la Anything Company. Le rôle de l'artiste dans la société d'aujourd'hui est déterminé par des ensembles de structures négatives, c'est-à-dire financières ou politiques, et par des connotations associées au terme artiste en lui-même, qui le situe à la frange des instruments du pouvoir et de ses serviteurs, les médias. L'artiste, dans ce contexte marchand, dépend finalement de la charité de ceux qui, pour une raison psychologique, sociologique ou une autre, souhaitent soutenir les arts. Il est essentiel de libérer les artistes de ces contraintes et de s'appuyer sur les connaissances culturelles qu'ils possèdent pour mieux se fondre dans les mondes des affaires, de la politique et de l'éducation, tout en rejetant l'impuissance comme la violence. Il paraît nécessaire de développer une structure financière propre et, en ce sens, la Anything Corporation, LTD, s'est transformée en une véritable organisation pour les affaires, opérant à l'intérieur de ce cadre pour générer des fonds grâce à des activités légitimes, hautement imaginatives et rentables dans des secteurs comme la nourriture, le vêtement, le logement, les loisirs et le conseil, comme pour réaliser des projets et des idées qu'elle produit. Donc, voilà, je quitte cette citation, mais vous le voyez bien, c'est l'idée d'envisager les finances, l'art, la relation entre art et argent, non pas comme une forme d'interdépendance ou de dépendance ou bien d'affectation ou voire même d'aboutissement, hein, parce que plus une œuvre est chère, plus l'artiste devrait être heureux de voir son œuvre chère. Mais non, ce n'est pas ça l'aboutissement. L'idée est de rendre logique une circulation et une libération d'énergie, pour revenir à cette pure énergie dont parlait mon ami Martial et dont se fera certainement l'écho mon ami Patrice. L'idée, c'est d'arriver à peut-être canaliser ou non canaliser finalement les forces qui nous traversent et éventuellement à travers des œuvres systèmes visibles de l'art ou des œuvres systèmes invisibles, eh bien, envisager la notion de dérivation et voire même une projection de la notion de dérivation, parce que la notion de dérivation, comme tu disais tout à l'heure, la boîte de dérivation en électricité, c'est un élément très dangereux, parce que l'énergie arrive, elle est simplement séparée en deux ou en trois, mais elle n'aboutit pas finalement à un maillage où chacun, comme dans l'énergie alternative par exemple, qui fut envisagée par Nikola Tesla, je fais un encas parce que c'est une aparté, parce que Nikola Tesla est à mon sens un artiste au-delà même qu'il était un scientifique brillant. L'idée même donc d'envisager la dérivation, c'est envisager aussi de nous considérer comme finalement un réseau qui serait jugulé et qui serait finalement canalisé dans d'autres segments que nous imaginerions donc comme finalement libres et autonomes, mais qui à un moment donné serait rattrapé par des canaux qui finalement auraient réinvesti eh bien, ces bifurcations, enfin ces dérivations. Voilà. Et moi, en fait, l'idée de bifurcation m'intéresse beaucoup parce que finalement, au-delà de la dérivation, et c'est pour ça que je citais tout à l'heure Bernard Stiegler et tout le collectif d'Internation, eh bien, je retrouve là une correspondance intime avec la mesure humaine. Hein, c'est la façon dont finalement Yves Klein se voyait également en relation avec sa posture d'individu artiste au cœur de la société. L'idée d'avoir une correspondance intime avec sa propre mesure humaine. Et donc, cette mesure humaine n'est pas une mesure canalisée, elle est au contraire, à partir du moment où elle entre en correspondance,
eh bien, la possibilité d'envisager des espaces d'immatérialité qui échappent non seulement à toute quantification, mais qui peuvent aussi eh bien, permettre à des bénéficiaires qui seraient plutôt eh bien, ceux qui vivraient ces expériences de rentrer dans une forme d'efficacité extra-artistique. Je dirais que finalement, s'ils sont traversés par l'art ou par une immatérialisation de l'instant via des processus artistiques, eh bien, cette correspondance intime avec leurs propres mesures humaines leur permettra d'irriguer ce que l'on aujourd'hui on juge totalement rationalisant, enfermant, englobant l'individu comme quelque chose qui pourrait d'un coup, seulement par le fait de prendre conscience de ses capacités et de ses potentialités, eh bien, d'envisager une transformation par cette prise de conscience. Donc la bifurcation, je le rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas lu encore ce formidable livre donc Bernard Stiegler et du collectif Internation, c'est cette relation qui permettent de se co-individuer, de se trans-individuer en se transmettant des savoirs, en développant des capacités singulières à travers lesquelles on participe à la transformation des savoirs eux-mêmes et en les faisant bifurquer vers de nouvelles directions. Et donc, ces bifurcations dont il s'agit sont les supports de nouveaux modèles théoriques, économiques, artistiques qui, finalement, vont aller bien au-delà de ce que les NFT, par exemple, nous montrent aujourd'hui. C'est à la mode, hein, et donc nous engage à réfléchir sur l'immatérialité de l'œuvre. Hein, ces non-fungible tokens sont peut-être eux-mêmes des enfermements en puissance. Donc, je dirais simplement que cette intangibilité, on me dit qu'il faut que je m'arrête, mais en effet, cette intangibilité réinvestie au cœur des réflexions communes, eh bien, nous amènera évidemment à traverser tous les questionnements qui finalement seront présents, de l'écriture de l'argent, aux figurations, motifs, tropes économiques, aux postures et impostures artistiques, aux dimensions sensorielles et des objets monétaires et aux explorations à partir du faux. Et je pense que l'introduction par notre collègue aujourd'hui, qui sera donc eh bien, Christine Marron, donc, qui portera sur les flux monétaires à l'état gazeux, va nous permettre certainement eh bien, de toucher un peu une tangibilité dans cette forme d'intangibilité. Je laisse la parole à mon ami Patrice, parce que je crois qu'il peut certainement aussi nous dire beaucoup sur cette inscription de l'art au cœur même de la société, d'autant plus qu'il a la connaissance absolue des mécanismes monétaires. Nous n'exagérons rien sur la connaissance absolue. On va essayer de dire 2-3 choses, mais pas trop non plus, parce que l'idée, c'est quand même d'ouvrir la parole. Mon micro est allumé normalement. D'ouvrir la parole donc à nos intervenants. En fait, je voudrais terminer sur cette question que l'art et l'argent, et c'est notamment au cœur du travail de André Orléans et Michel Aglietta, sont des opérateurs de totalisation. Et on va retrouver un petit peu ce problème à plusieurs reprises. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers les deux, on est supposé pouvoir voir et comprendre la totalité du monde. C'est peut-être même parmi les plus efficaces de ces opérateurs, notamment parce que tout le monde leur reconnaît d'une certaine façon cette qualité. Et donc, finalement, ils sont, on le voit bien, en même temps, ces deux opérateurs de totalisation, ils ne sont pas mis en œuvre dans les mêmes buts, suivant les mêmes moyens et avec les mêmes échelles. Donc, je voudrais commencer par insister sur une différence peut-être fondamentale dans la manière dont on les fait habituellement opérer. C'est-à-dire que l'argent totalise de manière additive, là où l'art totalise plutôt de manière conjonctive. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord que la totalisation monétaire, elle présente un très haut niveau de cohérence, et c'est un des problèmes finalement qu'elle a. C'est-à-dire qu'il n'est possible d'additionner des objets que si ils présentent au moins cette propriété commune d'avoir une valeur monétaire. Et c'est un autre problème, on va y revenir, que l'origine de cette valeur.
En contrepartie, l'argent et par extension la science économique se trouvent sans cesse renvoyés au caractère unidimensionnel de leur évaluation, à l'appauvrissement inéluctable qui est le prix de cette cohérence et que dénoncent d'ailleurs à côté des spécialistes de sciences humaines, à côté des artistes, un grand nombre d'économistes et en particulier ceux qu'on qualifie d'hétérodoxes. L'art, au contraire, il conjoint. Il peut être cohérent, il peut ne pas l'être. Cela importe peu quant à sa capacité à embrasser d'un lien signifiant tout et son contraire. Il peut réunir dans un seul geste des traits parfaitement contradictoires, sans même chercher à nier ou à dissimuler ces contradictions. C'est une de ses qualités. Il peut même les magnifier. On comprend alors pourquoi les totalisations par l'argent et par l'art se distinguent, et on retrouve ce que nous disait Martial Poirson tout à l'heure, et surtout fondent des discours sur le monde qui sont très différents les uns des autres, alors même qu'ils prétendent à la même capacité de totalisation. Alors, un petit peu paradoxalement, les analyses des discours portés par l'art et l'argent, eux, ne sont pas aussi contrastées que ces représentations du monde que portent l'art et l'argent, même moins opposées. Pourquoi ? Parce que la critique des lectures du monde, tout comme la lecture des critiques effectuées par l'art et par l'argent, aboutissent à une forme de cohérence, alors que ces deux lectures du monde sont supposées antagoniques. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette espèce de confusion ? Qu'est-ce que ça peut nous indiquer sur l'art, sur l'argent et sur leurs relations ? Alors, je ne vais pas épuiser le sujet, hein, évidemment, mais juste évoquer trois aspects. Le rapport social, le problème de la valeur, et enfin la substituabilité entre l'art et l'argent. Ce sera rapide. Le rapport social, tout d'abord. C'est une des raisons pour lesquelles la critique converge quand les dispositifs même semblent s'opposer. C'est que la plus grande part de l'analyse critique de l'argent, qu'il s'agisse de le déplorer ou de le revendiquer, démontre que l'argent est d'abord un rapport social. Simian, Simmel, Mauss, Malinowski, Rosbappé, Zéhizer, Aguileta, Orléans et j'en passe et des meilleurs, tous insistent sur les origines et dimensions extra-économiques de l'argent. Ce n'est donc pas le marché qui génère l'argent pour régler des questions pratiques, atteindre ainsi l'état, en quelque sorte, qui est la propriété théorique fondatrice du marché, qui est celui de l'équilibre, mais ce sont au contraire les sociétés qui, en inscrivant les échelles sociales dans les choses et dans les rapports entre les choses et dans les mots, crée l'argent, lequel à son tour permet la naissance et l'émergence du marché. De ce point de vue, l'argent reflète nécessairement des rapports sociaux qui l'ont vu naître et se perpétuer. Il est à partie lié aux hiérarchies sociales, aux catégories de classe, de genre, d'âge, d'ethnos, etc. Et alors, il devient beaucoup plus facile de comprendre qu'il puisse exister une variété d'instruments monétaires et que ces instruments monétaires différents, parfois, soient non fongibles les uns avec les autres, correspondant eux-mêmes à des structures sociales jugées distinctes. L'argent identifie et situe. Dis-moi comment tu payes et je te dirai qui tu es. Dans ces conditions, la critique de l'argent, elle évolue subtilement vers une critique du réductionnisme monétaire. Et finalement, le mauvais de l'argent vient non pas qu'on en ignore les potentialités sociales, pour n'en privilégier vient d'abord qu'on en ignore les potentialités sociales pour n'en privilégier que les fonctions marchandes. Ce n'est pas donc l'argent qui est mauvais en soi, mais le marchand, voire le capitaliste dans l'argent et ses entraînements spéculatifs. En quelque sorte, c'est la version savante du célèbre bon serviteur, mauvais maître. Réduire l'argent à l'économie serait donc une erreur, une faute même, puisque cela nous en dissimulerait la nature et les vertus pour n'en conserver que les vices. Comment l'expliquer ? Tout simplement par l'ambivalence de la valeur, ce que justement montrait Michel Aguileta en André Orléans lorsqu'il nous exposait les mécanismes monétaires. Le mot ambivalence lui-même est ici limité, puisque en général l'ambivalence oppose ou distingue deux sens contraires, tandis que la notion de valeur elle-même ne se laisse pas enfermer dans une alternative. Elle est beaucoup plus riche que ça, comme vient de nous le montrer Yann Thomas. Et la question, évidemment, pendant ce colloque, ce sera la mise en regard de la question de la valeur de l'argent et de la valeur de l'art. C'est un des problèmes qui se posent. Et on obtient alors de manière presque caricaturale cette opposition des échelles qu'on évoquait tout à l'heure. L'échelle monotone de la valeur monétaire face aux échelles situées, relatives, évolutives de la valeur de l'art. Et c'est d'autant plus sensible que l'art peut être apprécié à la hauteur de l'œuvre, de l'artiste, du mouvement, en fonction de considérations personnelles, collectives et historiques extrêmement variées. Je ne vais pas développer davantage, mais on a bien vu que généralement, l'attribution d'une valeur à l'argent ne présente pas de difficulté, en tout cas dans un cadre connu, sauf lorsque c'est le système monétaire lui-même qui est en cause, la confiance éthique dont parlent Michel Aguileta et André Orléans. On l'a vu encore à l'occasion du Brexit, par exemple.
En revanche, si vous regardez du côté des mécanismes supposément impersonnels, qui viennent objectiver en quelque sorte la valeur de l'art sur les marchés de l'art, on voit bien qu'ils reflètent l'immense variété, à la fois dans leur mécanisme et dans leur critique, des principes qui fondent la valeur de l'art, et comme en témoignait encore un récent travail sur la valorisation monétaire des fameux NFT dont tu parlais tout à l'heure. Dans ces conditions, et c'est mon dernier point, l'argent échoue globalement à se substituer à l'art ou à l'œuvre, et cet échec fait souvent figure d'opposition de principe. Et ça, c'est un des problèmes de la conjonction entre les deux, comme s'il s'agissait d'une incommensurabilité absolue, alors que nous savons bien que l'artiste ou son œuvre doit être rémunéré, quitte à créer sa propre entreprise à cette fin. Ainsi posée de manière radicale, l'opposition semble donc factice, fragile, notamment parce que l'appropriation de l'argent est presque aussi problématique que celle de l'art. Il faut ici rappeler que la théorie économique rejoint la tradition éthique et religieuse qui fait de l'argent une chose que l'on ne doit pas posséder pour elle-même, mais seulement pour l'usage ou en vue des choses que l'on souhaite acquérir. On sait bien, Keynes a exprimé de manière lumineuse, à la suite aussi de Freud ou des grands moralistes, que ce principe éthique ne décrit pas correctement notre monde. On sait tous que l'on acquiert l'argent aussi pour lui-même. Pour autant, on ne peut pas nier l'existence des avares, et puis généralement celle d'une fascination pour l'argent, pour son expression numérique, pour son accumulation. Mais est-ce que c'est un hasard si les plus grands accumulateurs d'argent sont aussi les plus grands collectionneurs d'art ? 12 problèmes, à l'instar de l'argent, est-ce qu'on peut posséder l'art pour lui-même ? Je ne sais pas, en dehors de ses fonctions sociales, morales et politiques. Ou est-ce que d'une autre manière, est-ce qu'on peut consommer l'art au même titre que les biens et services auxquels l'argent donne accès ? Poser ainsi la question, c'est déjà y répondre. Pour s'imiter aux œuvres matérielles, il y a une responsabilité du propriétaire d'une œuvre d'art, aussi bien vis-à-vis de l'œuvre, de sa conservation par exemple, ou vis-à-vis de l'auteur, qu'on pense au droit de suite par exemple, ou à la propriété intellectuelle, vis-à-vis de celles et de ceux qui, à un titre ou à un autre, se reconnaissent dans cette œuvre, dans cet acte, dans cet art, dans cet artiste. Nous avons tous en tête les débats virulents qui portent sur les frises du Panthéon, ou encore sur l'appropriation coloniale des œuvres africaines dans nos musées. Et c'est évidemment plus vrai encore lorsqu'il s'agit d'art vivant. L'argent, comme l'œuvre d'art, fait donc l'objet d'une appropriation qui est toujours incomplète. Et ça, c'est un point commun que l'on pourra peut-être creuser. Et l'argent, en tant que dispositif social, ne conserve sa valeur que si elle est partagée par les autres, et en particulier s'il est connecté à d'autres biens et services qu'il permet d'acquérir. Les fluctuations insensées du Bitcoin renvoient d'ailleurs à ce défaut d'ancrage qui confine la valorisation de cet actif au seul désir des acquéreurs. Quant aux valeurs de l'art, bien plus variées, qu'on ne peut pas réduire à une seule échelle, elles reposent également sur leur insertion dans des schémas sociaux, culturels et moraux qui le font échapper à toute échelle monotone ou monocausale. Voilà donc autant de pistes que je vous propose d'explorer avec nous pendant ces quelques jours.